Mais toujours est-il que on va encore se voir, alors on se reverra pas la semaine prochaine, mais seulement dans 2 semaines. Alors, est-ce que vous avez parlé d'un exercice à faire pour aujourd'hui ou pas? Non, déjà la personne, parce que je ne l'ai pas fait, très bien. Donc je vous en parlerai juste après. Donc la semaine dernière, on avait parlé du déplacement de la frontière des possibilités de production, donc la façon dont l'ensemble de ce qu'une économie, de ce qu'un pays était capable de produire, augmentait si on avait une augmentation des facteurs de production, si on avait des progrès technologiques, ou alors allait diminuer au contraire si on avait une diminution de ces mêmes facteurs de production ou un recul technologique. On allait avoir des déplacements de cette frontière des possibilités de production. Vous avez également parlé du fait que le progrès technologique qui faisait se déplacer vers la droite la frontière des possibilités de production pouvait être biaisée, c'est-à-dire que toute amélioration technologique ne profite pas forcément de la même façon à tous les biens et services qu'on produit. On va s'améliorer dans la production de certains biens, mais pas forcément dans la production d'autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait retranscrire dans la façon dont allait se déplacer la frontière des possibilités de production. Ensuite, je vous avais parlé d'avantage à l'échange, c'est-à-dire qu'il fallait démontrer pour les classiques, pour les libéraux, il était important de démontrer que les individus ont intérêt à échanger, ont intérêt à échanger, à commercer entre eux pour assurer leur survie. Ça, c'est quelque chose qui d'abord avait été tenté par Adam Smith avec sa théorie des avantages absolus. Un pays se spécialise dans la production du bien pour lesquels ses coûts sont les plus bas par rapport aux autres, ses coûts absolus. Mais le problème était que si un pays était meilleur nulle part, en termes de coûts absolus, comment ça se passait? Est-ce que ce pays ne produit rien, mais alors contre quoi va-t-il échanger les produits qu'il va importer? Eh bien, cette question, Ricardo allait y apporter une réponse avec la théorie des avantages comparatifs. On ne regarde plus les coûts absolus, mais on regarde les coûts relatifs. On regarde ce qu'on peut appeler le coût d'opportunité de la production d'un bien exprimé dans la production d'un autre bien. Et ce qui était fort avec cette théorie, c'est que tous les pays allaient nécessairement, mathématiquement, avoir un avantage comparatif, avoir un bien dans lequel se spécialiser. Donc, preuve était faite que les individus avaient intérêt à échanger par cette théorie des avantages comparatifs, même si cette théorie ne prenait pas en compte les coûts de transport de ces marchandises, ni les coûts monétaires, ni les coûts écologiques, ne prenait pas en compte non plus la possibilité de délocaliser des entreprises. La mobilité du capital et du travail sont absents de cette théorie. Il n'y a qu'une mobilité des marchandises. Et cette théorie ne dit rien sur les inégalités, la répartition des produits dans l'échange, ni rien sur la justice de cet échange. Donc, preuve était faite que les individus avaient intérêt à échanger. Maintenant, il fallait aller regarder comment les individus échangeaient. Et c'est ce qu'on s'est attelé à faire en parlant du marché. Donc, le marché, lieu théorique de rencontre d'une offre et d'une demande, qui peut avoir différentes structures, différentes caractéristiques, marché légal, marché illégaux, marchés locaux, marchés globaux, peut avoir différentes caractéristiques. On allait appeler des structures de marché, et on avait défini la structure de marché particulière qui est celle de la concurrence pure et parfaite avec ses 5 hypothèses: l'atomicité, l'homogénéité, la libre entrée et sortie,
la transparence de l'information et la libre circulation des facteurs de production. On avait vu que ça ne répondait pas, cette structure, à des marchés existants, sauf peut-être les marchés boursiers, mais sinon la majorité des marchés ne répondent pas à cette structure-là. Et donc on s'était penché sur les cas de concurrence imparfaite, comme le monopole, l'oligopole, monopsone, oligopsone, la concurrence monopolistique. Vous avez parlé également de ce qui se passait s'il y avait une absence de transparence de l'information, c'était des marchés particuliers aussi. Et on s'était arrêté juste avant de se demander, mais alors pourquoi on étudie la CPP en économie, pourquoi on s'appuie là-dessus? Des questions par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière? Bon, et bien dans ce cas, on va se poser la question de pourquoi on étudie la concurrence pure et parfaite. Alors, je vous l'ai dit, la concurrence pure et parfaite, cette structure de marché, elle n'est pas réaliste. Il n'y a aucun marché dans le monde qui répond à ces 5 hypothèses. Les marchés les plus proches qu'on ait, ce sont les marchés boursiers. Donc on est sur quelque chose. On peut légitimement se poser la question de pourquoi s'intéresser à quelque chose qui n'est pas réaliste, ne correspond à rien dans le monde qu'on connaît. Donc pour ça, il y a 2 arguments qui sont avancés. Le premier argument, c'est que pour les néoclassiques, la structure de marché de concurrence pure et parfaite est la seule structure qui permette une allocation efficace des ressources. La CPP est la seule structure de marché qui nous permet d'avoir une allocation efficace des ressources. On verra pourquoi dans la prochaine partie. C'est la seule. Et toutes les structures de marché de concurrence imparfaite dont je vous ai parlé la semaine dernière, ces structures-là, on va les comparer à la concurrence pure et parfaite afin de comprendre en quoi, avec ces structures-là, on n'a pas l'allocation efficace. En quoi les ressources ne sont pas allouées efficacement dans ces structures de concurrence imparfaite. Pourquoi? Mais on va s'en rendre compte en comparant la concurrence pure et parfaite et les structures de marché de concurrence imparfaite. Là, on est toujours au premier. Donc, c'est la meilleure structure de marché possible pour les néoclassiques. Et on essaye de voir à partir de ce cas type en quoi les autres structures de marché sont déficientes. Et le deuxième argument, c'est de dire la théorie néoclassique dit que c'est la meilleure structure de marché. Ça a fortement orienté les politiques publiques. On a les politiques publiques qui se sont orientées vers une régulation, un agencement du marché, afin de le faire se rapprocher au plus possible de la CPP. Les politiques publiques mises en œuvre ont servi à faire en sorte que les différents marchés se rapprochent le plus possible de la concurrence pure et parfaite. Tout ça dans le but de se rapprocher de la
la semaine dernière quand je parlais du rôle normatif fort de la concurrence sur le marché. Donc, la logique qui prévaut, elle est différente de la logique des classiques. Les classiques nous disaient l'État ne doit pas intervenir dans l'économie, doit être un État gendarme, doit laisser les choses se faire. Et bien là, aujourd'hui, de nos jours, et depuis une quarantaine d'années à peu près, l'État intervient dans l'économie pour orienter les marchés, pour les faire ressembler le plus possible à des marchés de concurrence pure et parfaite. Ça fait partie des idées de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Le fait que l'État doit intervenir pour garantir la concurrence, garantir le fait qu'on s'approche le plus possible de la concurrence pure et parfaite. Et donc, étant donné que cette idée de CPP, elle a énormément influencé les politiques publiques, il faut qu'on sache ce dont il s'agit pour comprendre ces politiques publiques. Donc voilà pourquoi on étudie quelque chose qui, à la base, nous paraît inintéressant puisque pas réaliste. Et donc après avoir défini les différentes structures de marché, on va aller voir ce qui se passe sur le marché. On va tout d'abord s'intéresser à ce qu'on appelle la demande. Et on va lui apporter une définition et on va essayer de la représenter graphiquement, faire un dessin de ce que c'est que la demande. Alors ce qu'on appelle la demande, c'est synonyme de la quantité demandée. En fait, c'est ça la demande, la quantité demandée. Et la quantité demandée, ça se définit selon la phrase suivante. Il s'agit de la quantité d'un bien, d'un service, la quantité d'un bien ou d'un service que les consommateurs souhaitent et sont capables d'acheter. Donc la quantité d'un bien ou d'un service que les consommateurs souhaitent et sont capables d'acheter pour un prix donné. La quantité d'un bien ou d'un service que les consommateurs souhaitent et sont capables d'acheter pour un prix donné. L'idée de sont capables d'acheter est importante dans cette définition parce que, je vous ai dit au début, l'homo economicus, c'est un individu qui n'est jamais rationné, qui a des besoins limités. Donc si on se cantonnait à la quantité que les acheteurs souhaitent acheter, ça serait une quantité infinie. Donc c'est pour ça qu'on pose le fait que les individus ont des barrières, ont des contraintes, et ne peuvent pas acheter tout ce qu'ils veulent, et que la quantité demandée, la demande, se définit par rapport également à l'existence de cette contrainte. Donc à partir de cette définition de la quantité demandée, de la demande, on va définir ce qu'on appelle la loi de la demande. La loi de la demande, quand le prix d'un bien augmente, la quantité demandée diminue. Virgule, toute chose égale par ailleurs. Quand le prix d'un bien augmente, la quantité demandée
chose égale par ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce toute chose égale par ailleurs qui vient se planter? Je vous dis, quand le prix d'un bien augmente, quand on a une hausse du prix, on a une hausse de la demande. C'est la loi de la demande. Mais ça, c'est toute chose égale par ailleurs. Imaginez une hausse de la demande, baisse. Imaginez qu'on ait une hausse du prix et également une hausse du revenu. Est-ce que vous êtes capable de me dire dans quel sens varie la demande? Bon, on a une hausse du prix, donc on se dit que le bien coûte plus cher, donc les gens vont moins en acheter. Mais en même temps, on a une hausse du revenu, donc les gens ont plus d'argent à dépenser. Donc, est-ce que la demande diminue? Est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle reste la même? On ne peut pas dire. Donc c'est pour ça qu'on raisonne toute chose égale par ailleurs. On fait comme s'il n'y avait qu'une chose qui variait. Il n'y a pas de variation du revenu, il n'y a pas de variation des autres déterminants de la demande, il n'y a que le prix qui varie. Ça, c'est le raisonnement toute chose égale par ailleurs. On fait comme si tous les autres paramètres, tous les autres déterminants de la demande restaient fixes. Afin de s'enlever ce problème de que se passe-t-il s'il y a plusieurs paramètres qui varient. Donc toute chose égale par ailleurs, vous pourrez le retrouver également écrit en latin, ceteris paribus, mais bon, ça c'est juste pour savoir. Pourquoi on parle si jamais vous tombez là-dessus? Donc le toute chose égale par ailleurs, c'est quelque chose qu'on va mettre en place souvent, un raisonnement qu'on a régulièrement, de dire, bon, regarde, quand il y a un seul paramètre qui bouge, comment la variable évolue, afin de se simplifier la vie et d'éviter de se dire, oui, mais s'il y a tel autre paramètre qui bouge, ça se passe-t-il, etc. Ça me simplifie les choses. Donc la loi de la demande, quand le prix d'un bien augmente, la quantité demandée diminue, toute chose égale par ailleurs. C'est une loi qui est vraie, mais pas tout le temps. Ou plutôt, pas pour tous les biens. On verra juste après dans quel cas cette loi ne se vérifie pas. Quel type de bien on n'a pas augmentation du prix entraîne baisse de la demande, toute chose égale par ailleurs. Donc maintenant qu'on a défini cela, on peut définir ce qu'on appelle le plan de demande. Le plan de demande, c'est un tableau qui récapitule pour chaque prix les quantités demandées associées. C'est un tableau qui récapitule pour chaque prix les quantités demandées associées. Donc par exemple, quand le prix est de 0, les quantités demandées sont de 19. 0,5, on a une quantité demandée de 16. Donc sur ce plan de demande, on a bien à chaque niveau de prix, pour chaque prix, une quantité demandée associée. Il y a bien un
donc à partir de ce tableau, de ce qu'on demande, on va être en mesure de tracer ce qu'on appelle la courbe de demande. Donc la courbe de demande, c'est le graphique, c'est le dessin qui représente la relation entre le prix du bien et les quantités demandées de celui-ci. C'est un dessin, c'est un graphique qui va représenter la relation entre le prix et les quantités demandées. Donc à partir de ce tableau, on peut dessiner la demande, la courbe de demande. Donc comme à chaque fois on fait les deux axes, alors sur l'axe horizontal, on met toujours les quantités. Et sur l'axe vertical, c'est toujours l'axe des prix. C'est comme ça qu'on fait. C'est une convention. Donc, faites attention à ne pas inverser les deux parce que ce que vous allez dessiner, ça ne sera plus du tout la même chose. Donc l'axe vertical, toujours les prix, l'axe horizontal, toujours les quantités. On gradue nos axes. Et donc on va pouvoir représenter sur notre graphique, on va pouvoir dessiner la courbe de demande en plaçant dans notre graphique les couples prix-quantité. Chaque point que je pourrais dire du graphique est un couple prix-quantité possible qui existe. Ça, c'est un couple prix-quantité, ça, c'est un couple prix-quantité, ça, c'est un couple prix-quantité. Et on va représenter des couples prix-quantité demandés pour tracer la courbe de demande. Donc j'ai vu quand le prix est de 0, la quantité demandée est de 19, c'est là. Quand le prix est de 0,5, la quantité demandée est de 16. Pour un prix de 1, une quantité demandée est de 13. 1,5, on a une quantité demandée de 10. 2, la quantité demandée est de 7. 2,5 de 4. Et enfin, quand le prix est de 3 euros, on a une seule unité de bien qui est demandée. Donc, pour avoir notre courbe, on relie ces points. Et on a représenté la demande graphiquement, de façon abstraite. Un tableau d'art abstrait qui, on va s'intituler la demande.
augmentation. Quand le prix baisse, on a une quantité qui augmente. On est bon? Eh bien, continuons. Donc, on a représenté la demande, maintenant on va s'intéresser à qu'est-ce qui fait que la demande demande. Quels sont les déterminants de la demande? Qu'est-ce qui influence la quantité demandée? Alors, premier déterminant, c'est évidemment le prix du bien. Je vous ai dit, c'est dans la définition de la quantité demandée. Une quantité demandée s'exprime toujours en fonction d'un prix. Donc, ce qui détermine la quantité demandée, premièrement, c'est le prix. Maintenant, on peut voir qu'il y a différentes relations possibles entre la quantité demandée et le prix. Je vous ai dit, la loi de la demande, c'est quand on a une hausse du prix, on a une diminution de la quantité demandée. Ça, c'est vrai pour certains biens. Et ces biens-là, on va les appeler des biens ordinaires. Les biens ordinaires, ce sont ceux pour lesquels la quantité demandée diminue quand le prix augmente. Ou la quantité demandée augmente quand le prix diminue. Mais vous avez des biens pour lesquels, quand le prix augmente, la quantité demandée augmente. Quand le prix augmente, les gens achètent plus de ces biens. On a deux effets différents. Vous avez ce qu'on appelle tout d'abord des biens diffus. C'est des biens où quand le prix augmente, la quantité demandée augmente. Et l'effet qui a lieu est dû à l'existence d'une contrainte budgétaire forte. On est souvent sur des biens de première nécessité, si bien quand le prix de ces biens augmente, comme on a un budget serré, on ne peut plus consommer d'autres biens et donc on augmente notre consommation de ce bien en question. Je prends un exemple. Vous avez 8 euros pour manger aujourd'hui. Admettons que vous fassiez 2 repas dans la journée. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez aller au resto U, ça va vous coûter 3 euros. Vous pouvez aller manger un kebab, ça va vous coûter 5 euros. Avec vos 8 euros, vous pouvez faire un repas au resto U et un repas au kebab. Maintenant, imaginons que le prix du restaurant universitaire est augmenté. Passe de 3 à 4. Vous ne pouvez plus acheter les deux biens. Vous ne pouvez plus à la fois faire votre repas du midi au restaurant universitaire et après, le soir, manger au kebab. Ça vous coûterait 9 euros. Vous n'avez pas assez de euros. Donc si vous voulez manger 2 fois, vous êtes obligé d'aller 2 fois au restaurant universitaire. Donc le prix du restaurant universitaire a augmenté. Pourtant, la quantité demandée, le nombre de fois où vous allez au restaurant universitaire, augmente également. Parce que c'est ce qu'il y a de moins cher, quelque chose que vous consommez parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Et donc quand le prix
de ce bien augmente, de ce service augmente, ça vous empêche de consommer d'autres types de biens un peu plus chers. Donc, vous focalisez tout votre revenu sur ce bien en particulier. Donc ça, ce sont les biens Giffen, c'est l'effet Giffen. C'est des choses qu'on a pu observer dans l'histoire. On a pu observer, par exemple, lors de la famine en Irlande au XIXe siècle, on avait le prix de la pomme de terre qui augmentait sans cesse, mais on avait les gens qui achetaient une prise de pomme de terre. Par raison du fait que c'est tellement basique dans leur alimentation, tellement la base que pour pouvoir acheter ces pommes de terre dont le prix augmentait, ils étaient obligés de renoncer à d'autres biens, à d'autres légumes, à d'autres, même à la viande, etc. Mais bon, il faut bien manger, donc du coup, ils augmentaient leur quantité demandée de pommes de terre. Donc ça, c'est un premier effet particulier, c'est l'effet Giffen. Oui. Non, c'est pas la même chose. Là, on est sur un effet de panique et ce qu'on pourrait appeler une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'au début de la pandémie, tout le monde s'est précipité là-dessus parce que on voyait dans les journaux télé, on entendait parler du fait que les rayons étaient vides. Donc, du coup, tout le monde s'est dit, mince, le moment où je vais manquer de pâtes va pas tarder à arriver, donc je me précipite dans les magasins pour aller en acheter, sauf que comme tout le monde se dit ça, tout le monde achète plus de pâtes, donc il n'y a plus de pâtes disponibles. C'est pas cet effet-là. L'effet Giffen, on pourrait l'observer par exemple sur une hausse du prix du paquet de pâtes. On parle dans les médias un peu de cette inflation, etc. On parle du fait que le réchauffement climatique et les sécheresses, les incendies qui ont été causés ont perturbé les récoltes, notamment de blé. Les pâtes étant faites à partir de blé, on pourrait voir leur prix augmenter. Et on pourrait observer avec ces hausses de prix, alors on ne va pas tomber sur des hausses de l'ordre de 10 € sur le paquet de pâtes, mais potentiellement on pourrait observer cet effet Giffen avec la hausse de prix des paquets de pâtes qui pourrait empêcher les ménages les plus pauvres de consommer d'autres types de blé. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait garder. Et donc l'autre effet, l'autre type de bien sur lequel on a hausse du prix entraîne hausse de la quantité demandée, c'est ce qu'on appelle les biens ostentatoires. Les biens ostentatoires, on va parler encore d'effet Veblen. Ces biens-là, le but, quand on les achète, c'est de montrer qu'on a de l'argent. C'est montrer qu'on est capable de se payer ces biens-là. Montrer qu'on a un certain prestige, qu'on a un certain rang social. Autrement dit, ces biens remplissent une fonction sociale, celle de montrer. D'où le terme ostentatoire. Et donc, ce qui se passe, c'est bien quand le prix d'un bien ostentatoire augmente, la demande augmente parce que l'acheter, c'est d'autant plus montrer qu'on possède de l'argent, qu'on a les moyens de se l'acheter. On pourra parler également d'effet de snobisme. Par exemple, ça va être le fait que si vous avez un yacht qui coûte, c'est une formulation d'un yacht, qui coûte 1 million d'euros et que le prix de ce même yacht passe à 2 millions, ça va être peut-être à mon Dieu, je le veux, je pourrais montrer que je suis d'autant plus puissant, etc. Donc ça, c'est le premier déterminant avec les différents types de biens selon les effets qu'on a
la relation qu'on a entre prix et quantité demandée. Deuxième déterminant, il s'agit du revenu. Le revenu, on va dire en général, si le revenu des gens diminue, si les gens ont moins d'argent, la quantité demandée va diminuer. Ou si, au contraire, les gens ont plus d'argent, leur revenu augmente, la quantité demandée va augmenter. Ben ça, c'est pareil, c'est une relation qui est vraie la plupart du temps, mais pas tout le temps. Elle est vraie pour ce qu'on appelle les biens normaux. Les biens normaux, c'est la majorité des biens qu'on connaît, sont des biens pour lesquels la quantité demandée augmente quand le revenu augmente. Mais vous avez également d'autres types de biens qu'on appelle des biens inférieurs. Des biens inférieurs pour lesquels, quand le revenu augmente, la quantité demandée diminue. Donc les biens inférieurs, quand le revenu augmente, la quantité demandée diminue. L'explication c'est la suivante, c'est en général ces biens inférieurs, c'est des biens qui sont bas de gamme. Vous savez, c'est des produits alimentaires qui n'ont pas du tout de marketing, la boîte elle est d'une seule couleur. La qualité souvent du produit laisse à désirer. Donc quand on a notre revenu qui augmente, on ne va pas consommer plus de ces biens, c'est juste qu'on va consommer des biens qui sont de meilleure qualité. On va passer du paquet de pâtes de marque Carrefour ou encore, je sais comment ça s'appelle la marque commerce chez eux. On va se mettre à acheter des pâtes de cru parce qu'on a envie de se faire plaisir. Donc voilà. C'est l'idée des biens inférieurs, c'est des biens bas de gamme, des biens peu chers et du coup dont la qualité laisse à désirer. Dès qu'on a un peu plus d'argent, dès qu'on a le revenu qui augmente, on se met à se détourner de la consommation de ces biens et on va acheter des biens de gamme supérieure. Ça, ce sont des biens inférieurs. Troisième déterminant de la demande, le prix et le prix des autres biens. Le prix des autres biens influence également la demande, la quantité demandée pour un bien. Notamment, vous avez deux cas. Vous avez ce qu'on appelle les biens substituables d'une part. Donc les biens substituables, c'est des biens lorsqu'on a une augmentation du prix du bien A donc on a une augmentation du prix du bien A va entraîner une augmentation de la demande du bien B. Et inversement, une diminution du prix du bien A entraîne une diminution de la demande du bien B. La logique, c'est que, imaginez vous avez le choix entre des poires et des pommes, c'est relativement semblable, vous pouvez avoir une préférence pour les poires et les pommes. Si les pommes se mettent à coûter plus cher, vous allez détourner votre consommation des pommes, vous allez baisser votre consommation des pommes, et vous allez la remplacer par une consommation de poires. Donc la hausse du prix des pommes a entraîné une hausse de la quantité demandée de pommes. Ça, c'est la logique pour les biens substituables. Maintenant, vous avez d'autres biens, d'autres types de biens qu'on appelle des biens complémentaires.
Les biens complémentaires, eux, la hausse du prix du bien A, entraîne une baisse de la quantité demandée du bien B. La hausse du prix de A entraîne une baisse de la demande de B. La logique, c'est la suivante. Prenons par exemple, souvent on en parle pas mal, la hausse du prix du carburant, la hausse du prix de l'essence. Pourquoi en général vous achetez de l'essence? C'est parce que vous avez une voiture. Deux choses, quand vous avez une voiture, vous avez besoin d'essence. Quand vous achetez de l'essence, en général, c'est que vous avez une voiture. Ce sont des choses complémentaires. Maintenant, on a une hausse des prix de l'essence. Vous allez vous dire, bon, s'il y a une hausse des prix de l'essence, je ne vais peut-être pas acheter de voiture. Peut-être trouver d'autres modes de transport. Parce que ça va me revenir vachement cher si on a encore cette hausse du prix de l'essence. Donc la hausse du prix de l'essence, vous allez baisser votre consommation d'essence. Et puisque vous baissez votre consommation d'essence, vous avez aussi une quantité demandée de voitures qui va diminuer. Les gens vont moins acheter de voitures quand il y a une hausse du prix du carburant. Donc ça, c'est ce qui se passe pour les biens complémentaires. Quatrième déterminant de la demande est préférence. Les préférences, on peut appeler ça également les goûts. Vous avez des gens qui vont préférer, on reprend l'exemple d'avant, les poires aux pommes. Vous avez des gens qui vont préférer passer 2 heures à se balader dans la forêt, et vous avez des gens qui vont préférer passer 2 heures en allant au cinéma. Bon voilà, les gens ont des préférences, les gens ont certains goûts qui sont différents d'une personne à l'autre. En économie, et notamment les néoclassiques, on prend ça comme un état de fait. De fait, les gens ont des préférences. On ne va pas essayer de commencer à expliquer pourquoi, d'expliquer d'où viennent ces préférences. Ça, chez les néoclassiques, c'est pas présent. On se contente juste de dire que les gens ont des préférences. Maintenant, pourquoi vous allez préférer vous balader en montagne plutôt qu'aller au cinéma ou inversement, ça intéressera les néoclassiques. Ce qui intéresse les néoclassiques, ce qui intéresse les économistes, c'est de dire comment ces préférences vont influencer les choix des personnes. Comment le fait que je préfère aller au cinéma plutôt qu'aller me balader en montagne va déterminer la façon dont je dépense mon revenu et donc va déterminer la quantité de biens demandés de balade en montagne ou de places de cinéma. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser dans ce cas-là. C'est la façon dont la préférence influence la demande, la détermine. Cinquième déterminant, il s'agit de la taille du marché. Plus le marché est gros, plus il y a de personnes présentes sur le marché, plus la demande est élevée. Plus il y a de personnes qui viennent acheter le bien, plus la demande, la quantité demandée de ce bien est grande. Et enfin, sixième déterminant, il s'agit des anticipations. Les anticipations des autres, les anticipations des consommateurs. Les anticipations vont influencer les quantités demandées aujourd'hui
pour autant qu'il y ait de changement aujourd'hui. Par exemple, si j'anticipe que la semaine prochaine, je vais perdre mon emploi, je vais donc avoir, à partir de la semaine prochaine, une baisse de mon revenu. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mon revenu n'a pas changé. Mais la semaine prochaine, j'anticipe, j'imagine que je vais me faire virer. Dès aujourd'hui, je vais changer ma consommation, changer les quantités demandées de biens et services en prévision de ce futur changement. Pour autant, mon revenu n'a pas changé aujourd'hui, mais je change déjà mon comportement, je change déjà la quantité demandée. Pareil avec les prix ici, on anticipe le fait que le gouvernement annonce une hausse du prix du paquet de cigarettes pour début janvier. On va peut-être acheter plus de cigarettes aujourd'hui à cause de ce changement futur. Le prix du paquet de cigarettes n'a pas changé aujourd'hui, mais pour autant, on va en acheter plus en prévision de ce changement dans le futur. Donc les anticipations des individus sur les évolutions du marché, les évolutions de leurs revenus, des prix des marchés, etc., influencent les quantités demandées. Donc voilà les 6 déterminants de la demande que je vous ai cités. Donc maintenant, on va voir comment on peut interpréter cette demande. Comment on peut interpréter ce plan de demande, comment on peut interpréter cette courbe de demande. Alors, la quantité demandée sur le marché, on estime que c'est la somme des quantités demandées individuellement. On a allé demander à Pierre et Paul quelles étaient leurs quantités qu'ils voulaient acheter. On leur a dit, bon ben voilà, quand le prix est 0, vous voulez acheter combien? Pierre a répondu 12, Paul a répondu 7, donc la quantité demandée sur le marché, c'est 19. Et pareil pour chaque niveau de prix. Maintenant, on peut l'interpréter d'une autre façon. Enfin, en changeant un petit peu la logique. On peut imaginer que chaque personne qui vient acheter le bien vient en acheter qu'une unité. Donc là, ça voudrait dire qu'on a 19 personnes qui viennent acheter le bien en question. Imaginons que c'est des pommes. On a 19 personnes qui viennent acheter des pommes. Là, on a plus 7. Bien, pour interpréter ce changement, on va faire intervenir la notion de ce qu'on appelle de prix de réserve. Le prix de réserve, ou ce qu'on appelle également le consentement à payer, le prix de réserve ou le consentement à payer, c'est le prix pour lequel le consommateur est indifférent entre acheter le bien et ne pas l'acheter. Prix pour lequel le consommateur est indifférent entre acheter le bien et ne pas l'acheter. Autrement dit, c'est le prix maximum que le consommateur est prêt à mettre sur le bien. C'est le prix maximum que le consommateur est prêt à acheter le bien. Au-dessus de ce prix, le consommateur dit oh non, c'est trop cher pour moi, j'en veux pas. En dessous, le consommateur est oh, c'est bien, j'étais prêt à aller plus haut, mais là, je fais plutôt une affaire. Donc ce prix de réserve, c'est l'idée que voilà, les variations du prix à un moment vont faire dire au consommateur bah, j'en veux plus, c'est trop cher.
Et donc, pourquoi je vous parle de ce prix de réserve? Donc, imaginons que chaque personne, des quantités demandées, chaque personne ne puisse acheter qu'une unité du bien. Donc là, on a 19 personnes qui achètent le bien quand le prix est de 0 €. Quand le prix passe à 0,5, on n'a plus que 16 personnes qui achètent le bien. Autrement dit, il y a 3 personnes qui, quand le prix est passé à 0,5, ont dit non, moi j'en veux plus, c'est trop cher, c'est au-dessus de mon prix de réserve. J'arrête d'acheter. Pareil, là quand on est passé de 16 à 13, de nouveau il y a 3 personnes qui se sont dit ah non, c'est au-dessus de mon prix de réserve, j'arrête d'acheter, etc., etc. Et donc cette courbe de demande, on peut l'interpréter comme représentant les prix de réserve des individus. Oui. Et du coup, le prix de réserve, vous avez de façon individuelle, ça? Oui, il est propre à chaque personne. Il est propre à chaque personne à son prix de réserve. C'est cette idée de valeur subjective du bien. Donc là, autrement dit, par exemple, quand le prix est de 3, on n'a qu'une personne pour qui son prix de réserve est supérieur à 3, on n'a qu'une personne qui est prête à acheter le bien à 3, donc pour qui 3, c'est inférieur ou égal à son prix de réserve. Et quand le prix diminue, on a de plus en plus de personnes pour qui le prix passe en dessous de leur prix de réserve et se mettent donc à acheter le bien, à le demander. Donc cette courbe de demande, on peut l'interpréter, c'est une interprétation possible, on peut l'interpréter comme les prix de réserve de chaque personne. Le tracé des prix de réserve des consommateurs. On verra pourquoi cette interprétation elle est importante dans la pensée néoclassique dans la prochaine partie. Et donc, pour terminer sur la demande, on va regarder la façon dont la courbe de demande se déplace. Donc voilà, là j'ai une courbe de demande qui répond à la loi de la demande. Quand le prix augmente, les quantités demandées diminuent. Que se passe-t-il quand les déterminants de la demande changent? Eh bien, quand c'est le prix qui change, on se déplace sur la courbe. C'est-à-dire que ici j'ai un prix P1 qui correspond à une quantité Q1. Si je veux voir la façon dont la demande évolue, la quantité demandée évolue quand le prix change, donc par exemple on a une diminution du prix, on passe à P2, je dois me référer à la courbe de demande pour déterminer la nouvelle quantité Q2. Donc le changement de prix, pour voir ses effets, on se déplace sur la courbe. C'est la définition de cette courbe de demande, c'est les courbes de prix-quantité. Quand le prix varie, quelle est la nouvelle quantité associée à ce prix? Maintenant, pensez d'autres déterminants qui varient. Par exemple, imaginons on a une hausse du revenu, on a une augmentation de la taille du marché, on a des changements dans le prix des autres biens. Alors, on va avoir un déplacement, cette fois-ci de la courbe vers la droite. Donc on va voir que pour un même prix, la quantité demandée a augmenté.
sur un bas normal, fait augmenter la demande. Donc ça veut dire que pour un même prix, on a une hausse de la quantité, on passe de Q1 à Q1 prime, qui est supérieur. Pareil, les deux, on voit que à la base, on avait une quantité demandée de Q2. Après cette hausse du revenu, on a une quantité demandée de Q2 prime qui est supérieure. Donc, pour une évolution de tous les déterminants sauf le prix, on a un déplacement de la courbe. Et quand ça s'accompagne d'une hausse de la demande, on a un déplacement de la courbe vers la droite. Donc maintenant, imaginons par exemple qu'on a une diminution du revenu. Et à cette fois-ci, la courbe de demande va se déplacer vers la gauche. On voit que pour un même niveau de prix, là où on avait Q1 quantité demandée auparavant, on a désormais Q1 prime, et Q1 prime est plus bas que Q1. Donc la quantité demandée a baissé parce qu'on a eu une baisse du revenu. Cette baisse du revenu, on la représente graphiquement, on la dessine en déplaçant vers la gauche la courbe de demande. Donc là, ici, on est sur une hausse de la demande, une hausse de la quantité demandée. Là, on est sur une baisse de la quantité demandée, qui intervient suite à des variations d'autres déterminants que le prix. Hein, pour rappeler, le prix, quand il change, on ne bouge pas la courbe, on bouge sur la courbe pour déterminer les nouvelles quantités. La demande, c'est bon? Pas de questions là-dessus? Non, bien, maintenant qu'on a vu la demande, on va aller s'intéresser à l'offre. On va faire ça de façon très symétrique. On va commencer par définir l'offre et apprendre à la tracer. Donc ce qu'on appelle l'offre, plus précisément, il s'agit de la quantité offerte. La quantité offerte, c'est la quantité d'un bien ou d'un service la quantité d'un bien ou d'un service que les vendeurs souhaitent et sont capables de produire pour un prix donné. La quantité d'un bien ou d'un service que les vendeurs souhaitent et sont capables de produire pour un prix donné. Donc là, encore une fois, on retrouve cette idée de contrainte. Chez les acheteurs, c'était une contrainte budgétaire. Là, on est sur une contrainte en termes de quantité de facteurs de production disponible, de niveau technologique, de ce qui est possible de produire pour les vendeurs. Donc on peut définir la loi de l'offre, comme on a défini la loi de la demande. Lorsque le prix d'un bien augmente,
la quantité offerte de ce bien augmente. Toute chose égale par ailleurs. Encore une fois, c'est la même logique. Hein. Si on a un changement de prix, mais que dans le même temps on a des changements dans d'autres paramètres, dans d'autres déterminants de l'offre, on n'est pas capable de dire comment l'offre va. Pas forcément. Donc là, on fait comme si tous les autres déterminants de l'offre ne changeaient pas, il n'y avait que le prix qui changeait. Vous avez dit lorsque le prix d'un bien augmente, la quantité Augmente. Toute chose égale par ailleurs. Donc cette loi de l'offre, on la considère comme vraie pour tous les biens. On n'a pas de biens en tête pour lesquels cette loi ne serait pas vraie. Donc celle-là, par contre, on considère qu'elle est vraie pour tous les biens. Donc on va définir un plan d'offre. Donc le plan d'offre, le tableau qui récapitule les quantités offertes pour chaque prix. Donc un tableau qui récapitule les quantités offertes pour chaque prix. Donc on a de nouveau le prix ici et les quantités offertes là. Donc par exemple, si le prix est de 0, on n'a aucune offre. S'il est de 0,5, on n'a aucune offre non plus, c'est toujours pas assez élevé. Puis on va avoir une augmentation de la quantité offerte au fur et à mesure que le prix augmente. Et donc à partir de ce plan d'offre, on va être en mesure de dessiner la courbe de l'offre. Donc le graphique, le dessin qui représente la relation entre le prix du bien et la quantité offerte. La courbe de l'offre. Ce dessin qui représente la relation entre le prix du bien et la quantité offerte de ce bien. De la même façon qu'on a dessiné la demande, on va dessiner la courbe d'offre, donc toujours les deux axes. La quantité en abscisse et le prix à l'imprimer. On gradue. Et on va donc pouvoir placer dans notre dessin les coupes telles que présentées sur le plan d'offre. Donc quand le prix est de 0, la quantité offerte est de 0, on est donc ici. Quand le prix est de 0,5, on a une quantité offerte de 0 également. Quand le prix est de 1, on a une quantité offerte de 1. Un prix à 1,5, on a une quantité offerte de 2. Puis on passe à 3 unités pour 2 euros de prix. Puis 4 pour 2,50 €. Et enfin 5 unités
quantité offerte ou 3,2. Et pour tracer notre courbe d'offre, on va relier ces points. Et voilà, on a dessiné l'offre d'un bien. On remarque qu'on est bien sur quelque chose de croissant. Quand le prix augmente, la quantité augmente. Ok pour le dessin de l'offre. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qui explique l'offre, quels sont les déterminants de l'offre. Premier déterminant, encore une fois, le plus évident, c'est le prix. Le prix du bien détermine la quantité offerte du bien, c'est dans la définition de la quantité offerte. C'est ce qu'on voit quand on fait le plan d'offre, c'est ce qu'on voit quand on fait la courbe d'offre. Le prix détermine la quantité offerte. Et là, on n'a pas d'histoire de bien ordinaire, de bien Diffun, etc. Non, on a tous les biens. Quand leur prix augmente, la quantité offerte de ces biens augmente. Ensuite, le deuxième déterminant, c'est le prix des facteurs de production. Le prix des facteurs de production, donc le prix du travail, le prix du capital, ça va déterminer l'offre également. Pourquoi? Le capital, le travail, leur prix, c'est un coût pour vous quand vous offrez un produit. Ce que vous utilisez comme capital, ce que vous utilisez comme travail, les facteurs de production que vous utilisez, représentent un coût pour vous. Ça s'appelle les coûts de production. Si leur prix augmente, vos coûts de production augmentent. Si vos coûts de production augmentent, vous faites moins de profit. Si vous faites moins de profit, vous avez moins envie de vendre votre produit. L'offre va diminuer. Au contraire, si vous avez une baisse du prix des facteurs de production, vous avez une baisse des coûts de production, donc vous avez une hausse du profit, donc vous avez une hausse de l'offre. Troisième déterminant, c'est la technologie. La technologie, le progrès technologique permet de produire plus avec autant ou de produire autant avec moins. Pareil. Si vous produisez autant avec moins de facteurs de production, avec moins de ressources, vos coûts de production vont diminuer. Si vos coûts de production diminuent, votre profit augmente. Si votre profit augmente, vous augmentez votre profit. Donc l'impact de la technologie va avoir un impact positif sur l'offre du produit.
Quatrième déterminant, la taille du marché. Encore une fois, la taille du marché, plus il y a de personnes qui viennent vendre le produit, plus il y a de produits disponibles, donc plus il y a d'offres. Plus la quantité offerte du produit est grande. Donc plus le marché est grand, plus la quantité offerte est grande, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient offrir le produit. Et enfin, cinquième déterminant, les anticipations. Les anticipations des producteurs vont influencer l'offre actuelle. La façon dont les producteurs voient le futur va influencer la production qu'ils vont avoir à l'instant. Par exemple, en termes de prix, si vous anticipez une hausse du prix de votre bien, vous aurez envie de produire plus de votre bien dès maintenant pour être capable d'en vendre plein le moment où le prix aura augmenté. Donc le prix n'a pas bougé, que vous êtes déjà en train d'augmenter votre production et la quantité offerte. Pareil pour les autres déterminants de l'offre, sur la technologie, sur le prix des facteurs de production, tout ça, toutes ces anticipations, la façon dont les agents, les producteurs vont anticiper ces évolutions, va impacter l'offre actuelle. Donc maintenant, voyons comment je peux interpréter cette courbe d'offre. Comment on peut l'aider? Donc, comme la demande, la quantité offerte sur le marché est la somme des quantités offertes par chaque individu. Encore une fois, on a allé trouver Paul, on a trouvé Pierre, on leur a dit, bon, bah, si le prix est de 1, qu'est-ce que vous êtes prêt à produire? Pierre, il a dit, j'ai pas envie de produire pour 1, Paul, il a dit, je produis, donc on est à 1. La quantité totale sur le marché, c'est la somme des quantités offertes individuellement. Et encore une fois, on va pouvoir faire intervenir cette notion de prix de réserve pour interpréter cette quantité, pour interpréter cette courbe. Donc le prix de réserve du producteur, cette fois-ci, c'est le niveau de prix pour lequel le producteur est indifférent entre vendre son produit et ne pas le vendre. Le niveau de prix pour lequel le producteur est indifférent entre vendre son produit et ne pas le vendre. Autrement dit, c'est le prix minimal, cette fois, auquel le producteur est prêt à vendre son produit. Le prix de réserve chez le consommateur, c'est un prix maximal. Le consommateur ne peut pas payer plus que ça. Le prix de réserve chez le producteur, c'est un prix minimal. En dessous de ce prix, ça ne vaut pas le coup pour moi de vendre le produit, donc je le garde. Je ne le produis pas. Au-dessus de ce prix, par contre, ok, on peut bien échanger. Donc, de la même façon, si on imagine que chaque personne, chaque producteur sur le marché ne peut produire qu'une unité du bien. Quand on passe de 0,5 à 1, le prix augmente et passe au-dessus du prix de réserve d'une personne qui vient offrir ce bien. Quand on passe de 1 à 1,5, on passe d'une quantité offerte à deux quantités offertes sur le marché, on a une nouvelle personne pour qui le prix du bien a dépassé son prix de réserve, est passé au-dessus. Donc il va se mettre à vendre le bien, etc. etc. Donc cette courbe d'offre,
elle va représenter les prix de réserve de tous les producteurs existants. Donc on voit bien que plus le prix augmente, plus on a de personnes pour qui le prix de réserve a été franchi, et donc plus on a une quantité offerte importante. Donc voilà en ce qui concerne l'interprétation qu'on peut faire. Alors, ce qu'on appelle le prix de réserve du producteur, autant le prix de réserve du consommateur, c'est des parts de psychologie, etc. Le prix de réserve du producteur, on va avoir tendance à l'associer à son coût. Son coût, l'idée étant que si le prix du bien est trop peu élevé, si je le vends par exemple à 0,5, ce n'est pas supérieur à mon coût de production, donc si je le produis, je vais perdre de l'argent. Ce que je gagne en le vendant est inférieur au coût que j'ai à le produire, donc je perds de l'argent, donc je ne vais pas le vendre. Donc on a tendance à associer le prix de réserve du producteur à son coût de production d'une part, mais également son coût d'opportunité. En économie, on additionne ces deux coûts, le coût de production et le coût d'opportunité, dans la logique, dans la façon de réfléchir du producteur. Et donc, pour finir avec l'offre, on va regarder la façon dont se déplacent les offres, la partie d'offres. Donc là, j'ai une courbe d'offres qui augmente quand la quantité offerte augmente, quand le prix augmente. Donc encore une fois, quand on a une variation du prix, on se déplace sur la courbe pour voir les variations de la quantité offerte. Là, j'ai P1 pour savoir la quantité offerte. Je vais dire ça sur la courbe et je descends pour trouver Q1. Si j'ai une diminution du prix, je passe à P2. Je vais voir sur la courbe et je descends pour trouver la quantité Q2. Donc les variations du prix, encore une fois, on se déplace sur la courbe. En ce qui concerne les variations des autres déterminants de l'offre, on fait se déplacer la courbe. Donc si on a par exemple une diminution des prix des facteurs de production, on a vu que quand le prix des facteurs de production baissait, il y avait une baisse du coût de production, donc il y avait une hausse du profit, donc il y avait une hausse de l'offre. Bien, dans ce cas-là, on se déplace vers la droite. La quantité offerte pour un même prix augmente. Donc quand on a une hausse de l'offre causée par autre chose qu'une variation du prix, on a un déplacement de la courbe d'offre vers la droite. Par contre, quand on a une diminution de l'offre, on va se déplacer vers la gauche.
déplaçant vers la gauche, on a bien une quantité offerte qui diminue. Donc voilà pour les déplacements de la courbe d'offre. Quand on a une augmentation de l'offre due à autre chose qu'une variation du prix, on se déplace vers la droite. Quand on a une diminution de l'offre due à autre chose qu'une variation du prix, eh bien, on se déplace vers la gauche. Donc maintenant qu'on a vu l'offre, maintenant qu'on a vu la demande, maintenant qu'on a vu l'offre, on va s'intéresser à ce qui se passe lorsque ces deux choses se rencontrent. Que se passe-t-il lors d'une rencontre entre l'offre et la demande? Comment ça fonctionne? À quoi on assiste? Ce qui va nous intéresser ici, ça va être de savoir, on a une offre qui augmente avec le prix. On a une demande qui, elle, diminue avec le prix. Donc comment, au final, on détermine un prix? Comment il y a un prix qui sort de ces deux choses-là? Comment on se met d'accord sur les quantités qu'on va échanger? Bien, le modèle néoclassique va répondre à cette question, va tirer des conclusions de cette réponse, conclusions qui lui sont propres. Tout ce qu'on va voir, cette détermination de l'équilibre, cette façon dont le prix se détermine, c'est propre au modèle néoclassique et les conclusions qui en viennent sont propres au modèle néoclassique. Donc on va voir ce qu'on appelle l'équilibre. Alors l'équilibre, qu'est-ce que c'est? C'est quand on trace les courbes d'offre, les courbes de demande sur le même graphique, le point où elles se coupent, c'est ça qu'on appelle l'équilibre. Donc, j'ai les quantités, j'ai mon prix, ma demande ici qui diminue quand le prix augmente, mon offre ici qui augmente quand le prix augmente, et bien l'intersection entre ces deux courbes, c'est ce point qu'on appelle l'équilibre, qui va nous donner, si on se réfère à l'axe des prix, ce qu'on appelle le prix d'équilibre, notre P étoile, et si on se réfère à l'axe des quantités, on va pouvoir trouver la quantité d'équilibre appelée Q étoile. Donc l'équilibre, c'est la situation où on a quantité offerte égale
a autant de biens qui sont vendus que de biens qui sont achetés. Et on a un prix unique d'échange qui est le prix d'équilibre pour ce bien. Donc le prix d'équilibre, c'est le prix pour lequel on a quantité offerte égale quantité achetée. Oui, c'est ça, quantité offerte égale quantité demandée. Et c'est comme ça qu'on le trouve. Donc, ça veut dire qu'à cet équilibre, on a un maximum de vendeurs et d'acheteurs qui sont satisfaits. Et pour voir ça, on va imaginer une situation où on n'est pas au prix d'équilibre, on n'est pas à l'équilibre. Et on va voir ce que ça donne. Imaginons qu'on ait un prix supérieur au prix d'équilibre. On est là. On est à ce prix B1. On veut savoir quelles sont les quantités offertes et les quantités demandées. Donc là, pour trouver la quantité demandée, je pars de P1, je vais sur la courbe de demande et je descends sur la liste des quantités pour avoir Q1 demandé. Et pour la quantité offerte, je fais pareil, je vais sur la courbe d'or et je descends sur l'axe des quantités pour avoir Q1 offert. Donc je vois que dans ce cas-là, j'ai la quantité offerte qui est supérieure à la quantité demandée. Quand on a un prix qui est supérieur au prix d'équilibre. La question c'est quelle quantité on va échanger. Est-ce qu'on échange la quantité offerte? Est-ce qu'on échange la quantité demandée? À votre avis, c'est quoi la quantité qui va être échangée au final? Une chance sur deux. La quantité demandée? Vous dites offert, vous? On a une quantité offerte supérieure à la quantité demandée. Donc vous avez des gens qui arrivent, qui achètent le produit, un certain nombre de personnes, qui vont toutes venir acheter le produit, et puis, une fois qu'elles auront acheté le produit, elles vont partir, et puis vous allez avoir toute cette quantité-là. Entre autres, vous allez avoir toute cette quantité-là de personnes, de vendeurs, qui vont être là avec leurs produits sur les bras, à se dire, il n'y a personne qui veut les acheter. Donc la quantité qui est échangée dans ce cas-là, c'est celle-ci. C'est la quantité demandée. Quand on a le prix qui est supérieur au prix d'équilibre, on a une quantité demandée qui est inférieure à la quantité offerte, et la quantité qui va être échangée dans ce cas-là, c'est la quantité demandée. Donc là, on a un problème d'offre excédentaire, on a un problème de stock entre offres. Si jamais le prix sur le marché c'était celui-là, on aurait tel nombre de personnes qui viennent acheter le bien et tel nombre de vendeurs qui trouveraient moyen de vendre leur bien. Donc, on aurait cette quantité-là de biens qui serait au final échangée entre les acheteurs et les vendeurs, qui seraient vendus et qui seraient achetés, enfin, selon la façon dont on se pose.
a une offre excédentaire dans ce cas-là. Maintenant, imaginons la situation inverse. On a un prix qui se fixe en dessous du prix d'équipe. Donc pareil, je veux savoir on veut savoir quelles quantités sont demandées, quelles quantités sont offertes. Donc, quantité offerte, je pars de P2, je vais sur la courbe d'offre et je vois sur l'axe des quantités quelle est la quantité offerte. Pareil pour la quantité demandée. Donc je vois que pour un prix d'équilibre, pour un prix inférieur au prix d'équilibre, j'ai une quantité offerte qui est inférieure à la quantité demandée. Hein, on a plus de quantité demandée que de quantité offerte. Donc, de nouveau, quelle est la quantité qui va être échangée? La quantité offerte, tout à fait. On a une petite quantité de produits disponibles. Vous êtes à la sortie du nouvel iPhone, typiquement. Il y a des gens qui ont fait la queue pendant des jours pour être devant l'Apple Store. Tout le monde va se battre pour se procurer les quelques iPhones disponibles. Et puis vous allez avoir plein de personnes qui vont se retrouver là comme ça à dire bah il n'y en a plus, quoi. Je ne peux pas en acheter. Donc on voit que dans les deux cas, la quantité échangée est la quantité la plus basse, ce qu'on appelle le rationnement par le côté court. Donc, on voit quand on a un prix au-dessus du prix d'équilibre, on a une quantité échangée inférieure à la quantité d'équilibre. Quand on a un prix en dessous de l'équilibre, on a une quantité échangée inférieure à la quantité d'équilibre. Donc la meilleure situation, la situation où on a le plus de quantité échangée, c'est toujours la situation d'équilibre. Côté coût. Et donc c'est pour ça que l'équilibre est une situation qui est très intéressante pour les néoclassiques, c'est que c'est la situation où on a le plus de biens échangés possible. On ne peut pas avoir plus de biens échangés que Q étoile. On voit si on a un prix plus haut, forcément on a moins de biens échangés, si on a un prix plus bas, forcément on a moins de biens échangés. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment on arrive dans cette situation? Comment on arrive à cet équilibre? Comment on arrive à cette situation où on a un prix P étoile, une quantité qui est P étoile, qui se détermine? Et bien pour ça, on va voir ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande et le processus de tâtonnement. Ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande, c'est le fait que les prix s'ajustent en permanence de sorte à ce qu'on ait quantité demandée égale quantité offerte. Les prix s'ajustent, changent en permanence afin qu'on soit toujours dans la situation de quantité offerte égale quantité demandée, afin qu'il y ait toujours un équilibre entre l'offre et la demande. Ça, c'est permis par l'ajustement des prix. C'est un mécanisme qui, au final,
va être assez instinctif, c'est-à-dire que les individus vont se comporter de telle façon qu'on arrive à égaliser quantité offerte, quantité demandée. Par exemple, si vous êtes dans une situation où la demande est inférieure à l'offre, il y a plus d'offres que de demandes. Autrement dit, les entreprises, les producteurs, plein de stocks sur les bras, ne savent pas quoi en faire. Ce qu'ils vont faire pour écouler leurs produits, ils vont baisser leur prix. Comme ça, si le prix baisse, la demande va augmenter. Afin d'arriver à une situation quantité offerte égale quantité demandée. A l'inverse, si vous avez la quantité offerte qui est inférieure à la quantité demandée, là, les personnes vont s'arracher le bien en question, vont être prêts à mettre des 1000 et des 100 pour l'obtenir, et donc les producteurs vont pouvoir augmenter les prix. Et ainsi, de cette façon, on arrivera à une situation de quantité offerte égale quantité demandée. Donc on voit aussi bien en situation où on a un surplus d'offres qu'en situation où on a un surplus de demande, on a des ajustements dans le comportement des individus qui, en changeant les prix, vont permettre d'arriver à cet équilibre de quantité offerte égale quantité demandée. Maintenant, il y a un problème dans ce que je viens de dire. Je vous ai dit, dans les hypothèses de la concurrence pure et parfaite, les gens ne peuvent pas influencer les prix. L'hypothèse d'atomicité, le producteur qui a des surplus, qui a des invendus sur les bras, il ne peut pas influencer le prix du marché. C'est la concurrence pure et parfaite, la façon dont on est construit, qui nous dit ça. Les individus ne peuvent pas influencer le prix du marché. Alors du coup, comment on arrive à l'équilibre? Si personne individuellement ne peut toucher le prix, si personne ne peut faire changer ce prix, comment ce prix change-t-il? Qu'est-ce qui nous permet d'arriver au prix d'équilibre, d'arriver à la quantité d'équilibre? Ça, ce problème, il vient d'une part d'un défaut du modèle néoclassique, c'est le rôle du prix. Le rôle du prix est ambigu. On nous dit que les individus agissent en fonction des prix. C'est la loi de l'offre, c'est la loi de la demande. Quand le bien coûte plus cher, les gens le consomment moins. Quand le bien coûte plus cher, les gens le produisent plus. On nous dit que les individus se comportent en fonction du prix. Maintenant, on nous dit que l'équilibre, le prix, est déterminé par les comportements des agents. Le prix est déterminé par la façon dont les gens offrent le produit, par la façon dont les gens demandent le produit. Le prix est déterminé par les comportements des gens. Donc, d'un côté, le prix détermine le comportement des gens, de l'autre, le prix est déterminé par le comportement des gens. Bon, on est sur le problème de l'œuf et de la poule. Qui détermine qui en premier? Comment ça marche? Comment on peut résoudre cela? Et ce problème circulaire de l'un détermine l'autre, qui le détermine, etc. Eh bien ça, c'est Léon Walras qui va répondre à ce problème en parlant du phénomène de tâtonnement. Si bien que ce tâtonnement, on va l'appeler le tâtonnement walrasien. Walras, pour rappel,
Lamarckien, ou encore on l'appelle le tâtonnement par dépit. Lamarck va nous dire, ok, les individus, individuellement, ne peuvent pas influencer les prix. Eh bien, je vais dire qu'il y a une personne qui peut. Et c'est son rôle. Bien, sur le marché, il y a quelqu'un, sa seule fonction, c'est pas quelqu'un qui va être demandeur, qui va être offreur. Sa seule fonction, ça va être de déterminer les prix, d'influencer les prix. Cette personne, on va l'appeler le commissaire du marché. Ou encore, on va l'appeler le secrétaire du marché. Mais son rôle, ça va être de trouver le prix des prix. Et pour ce faire, il va avoir un processus d'essai, d'erreur. Il va essayer, il va se tromper, il va recommencer, il va encore se tromper, il va réessayer. Tout ça jusqu'à ce qu'il trouve le prix d'équilibre. Donc comment ça se passe, le tâtonnement valorationnel? Donc vous avez ce secrétaire du marché, ce commissaire PISA, qui arrive sur le marché et qui dit, bon, le prix de vente est de 10 euros. Là, chaque personne, chaque offreur, chaque demandeur va prendre cette information en compte et va aller dans son coin se demander, bon, à 10 euros, combien de biens j'ai envie de produire, à 10 euros, combien de biens j'ai envie d'acheter. Tout le monde va se demander ça dans son coin. Et puis, chaque personne va envoyer son information, son intention d'achat et de production au commissaire PISA. Le commissaire PISA va centraliser tout ça, il va additionner les intentions d'achat, il va additionner les intentions d'offre, et il va regarder, il va dire, est-ce que l'offre est égale à la demande? Si l'offre est supérieure à la demande, si la quantité offerte est supérieure à la quantité demandée, il n'a pas réussi son job c'est d'arriver à un équilibre entre les deux. Donc si l'offre est supérieure à la demande, il va revenir, il va dire, bon ben finalement, le prix c'est pas 10 euros, c'est 5. Il va proposer un prix plus bas quand l'offre est supérieure à la demande. Donc 5 euros, donc rebelote, chacun dans son coin prend cette information, fait ses petits calculs pour savoir combien il veut acheter, combien il veut offrir, renvoie ses intentions au secrétaire du marché, qui centralise ça, qui additionne et qui regarde est-ce que quantité demandée égale quantité offerte. Cette fois-ci, admettons, c'est la quantité demandée qui est supérieure à la quantité offerte. Le commissaire du marché s'est encore planté. Donc, il va de nouveau annoncer un nouveau prix. Là, cette fois-ci, comme la demande est supérieure à l'offre, il va annoncer un prix plus haut. Donc, par exemple, il va dire, bon, bah, le prix, c'est 7 euros. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, pour le dernier prix qu'il a annoncé, on arrive à quantité offerte égale quantité demandée. Donc voilà, selon Valras, comment on arrive à l'équilibre, comment on détermine le prix d'équilibre. C'est selon ce tâtonnement, ce processus d'essai, d'erreur. Voilà, le secrétaire du marché il tâtonne, il essaie de trouver le prix d'équilibre, alors il tente, et puis au bout d'un moment, il va bien y arriver. Et on aura, pour le dernier prix annoncé, quantité offerte égale quantité demandée. Et seulement une fois qu'on a trouvé le prix d'équilibre, seulement une fois
que la quantité offerte est égale à la quantité demandée pour le dernier prix annoncé, c'est seulement à ce moment-là que les gens échangent vraiment. C'est seulement une fois qu'on est à l'équilibre qu'on a vraiment un échange entre les personnes. Auparavant, on n'est que sur des intentions. Les gens n'échangent pas vraiment, simplement disent quelle quantité ils voudraient échanger. Donc ça, c'est la réponse de Valras à la question. Bon, le rôle du prix est quand même pas très clair. Si, bon, ça va y arriver, on a un commissaire de marché qui tâtonne, qui annonce des prix. Regardez, ça marche très bien. Bon, il y a quand même quelques limites à ça. Première limite évidente, c'est que ça sort de nulle part. Il n'y a pas un marché où, comme ça, on a quelqu'un qui arrive, qui annonce les prix pour égaliser offre et demande. C'est très peu réaliste. Là, imaginez la quantité d'informations qu'il faudrait, la quantité de temps qu'il faudrait pour mettre en place un tel processus. C'est pas réaliste. Donc, il y a également un problème de temps. Donc, non seulement le temps que ça prendrait pour arriver à ça sur un marché, là on est sur un marché. Imaginez sur tous les marchés en même temps, sachant que l'offre, elle est déterminée par les prix des autres marchés. La demande aussi, elle est déterminée par les prix des autres marchés. Donc imaginez qu'on soit obligé d'atteindre l'équilibre sur tous les marchés en même temps pour enfin échanger. Ça demande un temps considérable. Sachant que les marchés sont interconnectés, que le prix d'un marché influence le prix qui va être déterminé sur d'autres marchés. Donc en termes de temps, de possibilités, encore une fois, on est sur quelque chose qui n'a pas de sens. Et puis enfin, il y a une certaine ironie dans cette histoire. Les néoclassiques, à la base, veulent étudier le fonctionnement d'un marché décentralisé. D'un marché où on a chaque individu qui prend ses décisions individuellement sans qu'il y ait une personne extérieure qui vienne fourrer son nez dans ses affaires, qui intervienne et qui perturbe le fonctionnement de ces gens qui sont entre adultes et qui s'entendent entre eux. Bon, au final, pour arriver à faire fonctionner leur marché, les classiques sont obligés d'instaurer une personne, une institution centralisatrice qui va influencer le marché, qui va faire fonctionner le marché. Donc on est très loin de leur rêve de décentralisation, de leur rêve de il y a besoin de personnes pour que ça fonctionne. Bien au contraire, leur réponse c'est celle de ah si, il faut peut-être quelqu'un qui est en charge de tout ça. Donc, voilà pour aujourd'hui. Alors, pour dans 15 jours, je vais vous demander de préparer l'exercice 3, l'exercice 1 du partiel qui est disponible à la fin de la plaquette. C'est un exercice sur la frontière de possibilité de production, sur les coûts relatifs et l'avantage comparatif de Ricardo. Donc, vous me demandez de le préparer, on le corrigera ensemble.